propose qu'on commence. Moi, c'est Alec Mahoney. Je suis étudiant à la maîtrise en littérature à l'Université Laval, en recherche-création. Fait que j'écris un roman, puis je fais de la recherche aussi sur le côté. Puis, c'est mon honneur là, d'animer cette table ronde qui s'intitule « Reconnecter avec ses racines par la plume ». Ça tombe vraiment dans mes cordes, d'ailleurs. Là, fait que je remercie Louis Carl d'avoir pensé à moi pour l'occasion. Cette activité est présentée en codiffusion par Kwayatonk et la Maison de la littérature dans le cadre du 14e Salon du livre des Premières Nations. Une présentation d'Hydro-Québec réalisée par Kwayatonk. L'édition 2025 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants. Desjardins, Inergex Énergie renouvelable, OKT Law, Weekend 91.9 FM, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec, l'Organisation internationale de la francophonie et Wendake. OK. Jocelyn Sioui, André Lévesque-Sioui, Michel Jean, bonjour. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation à discuter. Je propose qu'on entre directement dans le vif du sujet. J'aimerais amorcer la discussion en partant du déclencheur, ce qui vous a donné envie d'écrire, d'une part, et d'autre part, comment la question de vos racines s'est imposée dans votre démarche. Par exemple, je me demande, qu'est-ce qui est venu en premier? C'était-tu la plume ou l'envie de reconnecter avec vos racines? Jocelyn, je te l'air prêt. Je vais y aller. Non, mais je regarde les autres. Moi, c'est vraiment la plume qui est venue en premier. En fait, j'ai commencé à écrire très tôt. Je ne ferai pas lire mes premiers poèmes, par exemple. Mais je dirais qu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à écrire. Puis rapidement, c'était le théâtre qui m'intéressait. Ça a été vraiment ma première pièce de théâtre. Je l'ai créée à 17 ans, une pièce financée par un organisme communautaire. Fait que ils payaient le metteur en scène, tout ça. Puis ça avait été présenté à mon école. Fait que j'ai eu cette chance de faire ça. Puis la pièce, après ça, a été récompensée, a été déposée dans un concours dans les pays du Commonwealth. Puis j'ai remporté un prix un an plus tard. Fait que tu sais, ça m'encourageait à poursuivre. Mais j'ai jamais arrêté. En fait, moi, je suis allé vers la scène, mais j'ai jamais joué de Shakespeare ou de Molière, ou presque pas. J'ai joué mes textes. Depuis le début, je joue dans mes spectacles. Fait que j'ai jamais manqué de travail. Je n'étais pas payé, je me payais pas, mais je jouais, je faisais mes affaires. Et donc, c'est dans ma quarantaine. Bien sûr, j'ai commencé, je faisais des projets. Entre autres, Louis Carl m'avait appelé pour faire des trucs au niveau parce que je suis Wendat. Mais comme j'habitais Montréal, puis que mon histoire, j'ai vraiment été coupé de mes racines. Pour faire une histoire courte, ma famille, mon arrière-grand-père vivait sur une réserve qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on appelle la réserve des 40 arpents. Et qui a créé une grosse chicane chez les Wendat, parce que il y a eu des chicanes avec les gens du village qui étaient à Wendake, puis les 40 arpents, c'est devenu Val-Bélair aujourd'hui. Donc, j'ai été coupé rapidement. J'habite à Montréal. Mon grand-père est venu vivre à Montréal. Mon père est né à Montréal. Fait que je me sentais toujours imposteur. J'avais ce sentiment, quand j'allais faire un événement, que, qu'est-ce que je fais là? Je connais pas tant ça. Je sais que je suis Wendat, mais je comprends pas. Puis c'est vraiment les événements des 15 dernières années qui m'ont... tu arrives dans ta quarantaine déjà, tu commences à te poser des questions un petit peu plus d'où tu viens. C'est drôle que ça arrive toujours plus tard dans notre vie. Quand on est jeune, on se pose peut-être moins ces questions-là, mais dans ma quarantaine, j'ai commencé à me poser des questions sur mon grand-père, sur les 40 arpents, toutes sortes d'affaires. Je posais des questions à mon père, puis est arrivée cette histoire de pensionnat, et j'avais entendu vaguement parler, comme tout le monde, un petit peu. Puis là, je réalisais qu'il me manquait un énorme morceau dans mon histoire. Puis pas juste mon histoire personnelle, mais l'histoire collective du Québec et du Canada. Il manquait un énorme morceau qui nous faisait... Tu sais, à l'école, quand tu apprends que la loi sur les Indiens, ça donne des privilèges, tu es loin de ton profit, hein? Puis c'est ça qu'on apprenait. Puis ils nous faisaient pas lire le texte de loi parce qu'à 16-17 ans, on aurait compris que c'était de la ségrégation. Mais tu veux pas rentrer là-dedans, fait que tu le fais pas lire. Et il y a eu la crise d'Oka, tout ça qui me faisait questionner, mais je me tenais toujours un peu en marge de ça. Puis cet événement-là a été provocateur.
une provocation de mon identité. Puis j'ai après ça lu La femme qui fuit, puis elle parlait de Jules Sioui, puis là j'ai fait OK, là je pense que les as sont alignés, ça vient trop me chercher. Puis mon père avait cette caisse, puis là je suis plongé dans une caisse remplie de papier qui appartenait à Jules Sioui, puis je suis plongé là-dedans. Puis c'est la boîte de Pandore en fait là, je me suis nourri de ça, ça a été ma porte d'entrée. Et là je me suis mis à écrire. Et en ce moment j'ai plus envie de revenir en arrière, en fait, plus du tout. Donc, tu dirais, c'est plus un projet conscient, dans le fond, parce que, par exemple, il y a certaines personnes peut-être qui se lancent dans l'écriture puis que ça arrive un peu malgré eux, qui se disent hey, on dirait que je m'intéresse de plus en plus à mon passé, mes racines, whatever. Puis, donc, ouais, tu vois, de la manière que c'est arrivé. Mais c'est ça, puis c'est un concours de circonstances parce qu'à un moment donné, bon, je me posais des questions sur mon métier, je disais qu'est-ce que je veux faire, j'avais envie de parler plus aux gens parce que j'ai toujours cru qu'au théâtre, le quatrième mur, pour moi, ça n'existe pas. Ça m'emmerde au théâtre, le quatrième mur. Fait que je cherchais de plus en plus à abandonner cette chose. Fait que je m'étais dit, je veux parler aux gens. Puis là, quand j'ai commencé à raconter ça, j'ai dit, ben c'est ça. Je vais réexpliquer aux gens ce que moi, je viens d'apprendre, ce que je suis en train d'apprendre, de le transmettre au fur et à mesure. Donc, c'est devenu un prétexte non seulement d'écrire, puis de raconter, mais de raconter. Donc, c'est venu stimuler toute l'artiste que je suis, puis un aspect de moi qui est quand même assez revendicateur depuis que je suis petit, mais que je mettais pas ça nécessairement d'avant. Fait que je dis, ben peut-être que c'est une façon pour moi de... Puis c'est comme ça que je me suis senti moins imposteur. Je n'ai pas les connaissances d'André au niveau traditionnel, mais je me suis dit, faut que je trouve une porte d'entrée parce que c'est pas vrai que je vais rester imposteur dans cette culture ou dans cette identité. Je peux pas me sentir imposteur. Je le suis encore un peu des fois. Je me le sens parce que je découvre des affaires. Puis je commence ça, j'ai pas appris ça. Je me fais dire, ben oui, c'est évident. Mais je dis, oui, mais moi, j'habite à Montréal. Je veux dire, le fleuve, il est à contre-courant. Je pense que ça se rend pas. Tu sais, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Fait qu'il faut que je creuse, il faut que je travaille, il faut que j'aille poser des questions pour avoir la réponse. Puis moi, ça me nourrit. Puis je comprends mieux mon grand-père. Je comprends mieux mon arrière-grand-père. On comprend mieux nos ancêtres. Puis on comprend mieux où est-ce qu'on est. Je comprends pourquoi je vis à Montréal aussi maintenant. Toi, André, j'ai eu l'occasion hier, la chance d'entendre un extrait de ton recueil de poèmes chants dans le cadre il y avait le spectacle d'ouverture du salon. Puis, wow! Le chant, toi, en particulier, est-ce que, parce que, excuse mon ignorance, là, mais est-ce que toi, c'est plus le chant que tu as commencé en art ou c'est plus l'écriture quand tu étais jeune? Moi, je suis certaine que j'ai chanté avant de parler. C'est ma certitude. Que même que les sons sont entrés en moi. En tout cas, ça a fait une grande impression, les sons en moi, parce que ça continue de faire ça. Fait que je suis vraiment quelqu'un d'oralité. Tu sais, j'aime entendre les voix. Même quand je côtoie des gens, des fois, 2-3 jours après, j'ai leur voix dans ma tête. J'ai leur débit, les voix restent en moi. C'est une drôle d'affaire, là. Je réalise que tout le monde n'est pas comme ça. Un jour, j'ai réalisé ça. Tu sais, ah, toi, ça te fait pas ça? Non. C'est que de l'oralité, donc, j'aimais beaucoup entendre des histoires, moi. Me faire raconter des histoires. On a le même grand-oncle, Jules Sioui, Jocelyn et moi, donc même famille. C'est que de ces contes-là, ben là, j'avais l'imagination qui bouillait beaucoup. Puis moi, je chantais de toute façon. Je chantais bien avant d'écrire. Puis après, ben voilà, ça répond à la question. Mais et pour mon recueil s'appelle Chant. Je te laisse me poser la question. Oui, c'est l'idée justement que j'ai retenue là, de hier, c'est entonner le chant. Dans un sens où il y a un entraînement, tu sais, puis il y a un mouvement qui est créé justement par ces voix-là. Là. Fait que, ben, toi, est-ce que un peu la même question que pour Jocelyn, est-ce que ton envie de reconnecter avec tes racines date de loin, ou est-ce que ça a été quelque chose qui a bourgeonné dans un moment précis dans ta vie? Ben, disons que moi, j'ai toujours su là, qu'on était Wendat, même si on n'avait pas de statut, parce que ma grand-mère avait pas droit au statut parce qu'elle avait marié un Blanc. Donc, toute sa descendance aussi, et moi aussi. Mais je me souviens très bien d'un moment en 85, quand mon père a retrouvé son statut et toute la famille. Mais nous, on n'y avait pas droit, mais je me souviens de la réponse du gouvernement. J'ai gardé cette lettre.
où on me dit nous sommes désolés, ça se peut pas, tu sais. Fait que, ben coudonc, tu sais. Puis, mais mes cousins de même génération, eux autres, avaient le statut parce que c'était leur grand-père et non grand-mère. Ça fait qu'il y avait de discrimination. Déjà, je pense là, il y a eu des graines de féminisme qui sont semées en moi. Et déjà, chez la famille de mon père, Wendat, en tout cas, il était... du côté de ma mère, c'était 4 gars, 4 filles. Puis de l'autre bord, il y avait 8 filles, 4 gars. Ça fait que c'était vraiment très, très, très matricentriste là, dans la famille. Ça fait que... Et tout le monde, toutes les femmes chantaient. C'était des chanteuses d'exception, mais il y en avait qui s'exprimaient très bien puis qui écrivaient aussi. Pas pour publier, mais pour moi, j'étais fascinée donc par leur facilité à s'exprimer puis à raconter. C'était vraiment la façon de raconter. Puis donc moi, j'étais toujours en lien avec mon identité. La seule chose, c'est Wendake, c'est pas chez nous. C'est que puis là après ça, donc c'est arrivé en 2008. Mais il y a eu beaucoup de textes. J'écrivais déjà comme enfant. En 6e année, j'avais écrit il fallait écrire un poème, puis j'avais écrit un poème sur le printemps. Puis, ça avait fait waouh, je me rappelle pas, je n'ai pas gardé ça, mais c'est comme là, à partir en 6e année, j'étais la poète. Puis c'est resté ça. Je me rappelle dans la cour d'école, ils me disaient ah oui, la poète. C'est que OK, j'avais une façon de dire les choses, puis c'est que ça, c'était cette reconnaissance-là. Chez nous aussi, tu sais, comme j'étais la seule à faire ça. Puis la reconnexion, c'est en 2007 où on avait fait on avait demandé à Wendake de faire des auditions pour le show Kiugwe. Est-ce qu'il y en a qui sont allés à Kiugwe en 2008? Non? Ah! Puis, en tout cas, c'est un show. L'amphithéâtre en plein air à Wendake, c'est à ce moment-là qu'elle a été construite, 2008. Donc, je suis revenue à Wendake par le biais du chant. Et là, tout de suite, j'ai fait partie de la troupe Sandokwa pour chanter. Donc, j'ai appris les chants traditionnels. C'était comme go, 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 let's go. Il y avait Christian Lavaux à l'époque. Fait que Christian est parti pour le Cirque du Soleil. Puis après ça, moi, je suis restée. Puis tout de suite aussi, je suis allée à la Maison Longue. Fait que c'est ça, mon parcours traditionnel aussi. J'avais envie de savoir la vraie histoire, les vraies choses, les vraies façons de faire, notre mythologie. J'aimais les histoires, mais les mythes, ça me parlait beaucoup. Et j'avais jamais pensé écrire à ce moment-là, écrire sur notre culture mais je continuais d'écrire quand même, dépendamment des gens que je rencontrais ou des expériences que je vivais, parce que c'était tout en fait, c'était vraiment comme se faire accueillir chez soi. Ça a toujours été chez nous. Puis là, tout d'un coup, je me faisais accueillir. Je remerciais le ciel d'avoir eu une voix chantée. Je me disais, c'est comme, ça me donne un avantage. Ils me veulent dans leur équipe. Ouais. C'est d'une certaine manière, là, tout en sachant qui j'étais, mais là, c'était... OK, là, je faisais mes devoirs. Là, j'ai beaucoup... J'ai rien fait, mais j'apprenais. Je me reliais. Là, après ça, OK, oui... Mais je me souviens aussi, j'étais dans la langue, je ne veux pas trop parler, là, mais la langue Wendat, c'était en 2008 que je suis arrivée en 2009. Donc, je me suis jointe à l'équipe de langue aussi parce que j'avais étudié en langue, un peu comme je te disais. J'étais fascinée par l'oralité, donc le son des langues me fascinait. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mon chemin pour la culture, la langue. Fait que je suis devenue aussi, tu sais, figure de proue parce que nous étions les premières et les premiers à apprendre de notre linguiste la langue. Tu sais, on débroussaillait le terrain. Puis aujourd'hui, après 16 ans, ça fait 16 ans qu'on a commencé ce travail-là, je continue d'enseigner aux tout-petits. Tu sais. Ça fait que là où j'étais des fois dans des tables rondes, pas dans des tables rondes, dans des salons du livre où je prenais les premières éditions du Salon du livre, là, des Premières Nations, c'était à Wendake. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus à Wendake? Oui, hein? Il y en a qui ont la nostalgie de ce temps-là. C'était quand même tout petit. Mais ici, c'est que ça permet beaucoup plus de choses et d'avoir beaucoup plus de personnes. Mais j'avais lu un texte, entre autres, puis Aninnorak, justement, c'était... Jean Sioui qui m'avait dit hey, peut-être que on pourrait te publier. Fait que j'ai sorti plein de mes textes et c'est comme ça que j'ai publié, mais j'en ai rajouté d'autres. Puis là, l'écriture, pour moi, ça devient nécessairement ou presque obligatoirement militant ou témoigner de ça parce que ça devient ma vie. Puis, c'est parce que c'est pas quelque chose qui va nécessairement de soi, je trouve, l'idée que la plume, c'est la manière la plus... pratique ou de reconnecter avec ses racines. Tu sais, je pense pas que pour tout le monde,
tu sais, ici, on a des auteurs, là, mais je pense pas que pour tout le monde, ça serait ça l'idée. Ah, je vais passer par la plume pour reconnecter avec mes racines, tu sais. C'est une idée qui est quand même spéciale. Michel, toi, il y a aussi cette idée-là dans tes romans de investiguer ton passé de plusieurs manières. Comment tu trouves ça, toi, comment t'as passé par là, toi? En fait, moi, le passé m'intéresse pas tant, en réalité. C'est le présent qui m'intéresse. Et le passé, pour moi, est une manière d'expliquer des choses qui se passent maintenant. Si je prends l'exemple de Cocum, qui est un roman qu'on peut lire pour l'histoire d'amour, qu'on peut lire pour le territoire. D'ailleurs, Louis Carle m'a dit, Michel, tu connais vraiment ton territoire, toi, la chasse, la pêche, tout ça, tu sais, franchement, ben non, je connais rien de ça. Je l'ai appris pour le livre, j'ai parlé avec des gens, j'ai fait un travail de recherche. J'étais jamais allé aux passes dangereuses. C'est un travail d'écrivain, en réalité, que moi je fais. Et donc, pour moi, Cocum, c'est un livre sur la sédentarisation forcée, sur l'impact que ça a eu, sur les pensionnats. Et en fait, c'est un livre sur la situation actuelle des Premières Nations dans les communautés, parce que je suis étonné de voir que les Québécois jugeaient les communautés autochtones parce qu'il y a des problèmes qui sont là. Je veux dire, tu sais, les taux de décrochage, les taux de suicide, les taux de pauvreté. Tous les indices sont plus élevés que dans la société en général. Il y a des raisons à ça, mais on ne les apprend pas à l'école, on ne les connaît pas. Donc, pour moi, la littérature est une manière de parler de ça. J'ai écrit un livre sur Kémique, qui était mon avant-dernier roman, sur le massacre des chiens nordiques, parce que je suis étonné d'entendre des intellectuels québécois francophones nationalistes, pour la plupart, qui répètent sans cesse que, tu sais, des gens comme Serge Bouchard, pas des caves, là, des gens intelligents, puis de me faire souvent apostropher par ça dans des rencontres, par toutes sortes de monde, qui disaient que le problème des Autochtones, c'est les Anglais. Parce que les Anglais, Ottawa, donc, ont fait la loi sur les Indiens, les Anglais ont fait les pensionnats, et la culture française est plus ouverte. Là, on me rabâchait les oreilles avec la grande tabagie, avec Champlain à Tadoussac, puis tout. Puis je dis, ouais, mais il était 40 blancs dans le temps. Là. Il y avait avantage d'avoir des amis. Tu sais, quand ils sont venus plus nombreux, ça s'est passé autrement. Puis je dis, ouais, mais les Inuits dans le Grand Nord, là, ils ne sont pas soumis à la loi sur les Indiens, eux autres, parce que quand, je veux dire, elle a été créée, ils n'étaient pas dans le Canada. C'est des citoyens du Québec comme les autres, puis c'est les communautés avec le plus de problèmes. Donc c'est un roman où je voulais montrer ça. Dans Cabassa, dans mon dernier roman que j'ai refait puis qu'on vient de publier, ben, c'est un roman sur la résistance autochtone où je passe par ce qui se passe au Sri Lanka pour parler de cette résistance autochtone-là, comment on a, puis comment ça pourrait s'articuler. Et donc, à chaque fois, pour moi, le passé me permet de parler du présent. C'est le présent qui m'intéresse. Au plan personnel, comme écrivain. Oui. Au plan personnel, le passé, c'est sûr que je suis une personne qui est intéressée par toutes ces questions-là. J'ai grandi, moi, tu sais, à l'extérieur, moi aussi, de la communauté, mais j'y allais. Quand j'étais jeune, on y allait à Machteuillac. Moi, Almanda Siméon, mon arrière-grand-mère est décédée quand j'avais 17 ans. Je l'ai connue. On l'appelait grand-maman Siméon. Et les autres personnages de ma famille que j'ai pas connus, Thomas, Marie, Christine, toute cette bande Malek, cette bande-là, je les ai pas connus personnellement, mais je les connais parce que j'ai grandi avec eux. Pour moi, c'est comme une mythologie. Là. C'est comme la mythologie romaine avec les dieux, les héros. Pour moi, c'est ça. Là. J'ai grandi avec les histoires qui étaient racontées de tout ça. Et donc, pour moi, la question de l'identité, même si j'ai grandi à l'extérieur, je suis comme toi, ça n'a jamais fait de doute parce que ça fait partie de ma famille, ça fait partie des lieux. Tu sais, je veux dire, mon oncle Gérard Siméon a construit le frère de ma grand-mère, a construit le dernier canot qui a été fait par des Inuits, avec son fils Thomas, qui a le même nom que son grand-père et mon arrière-grand-père, en Écorce. Puis il est dans un musée quelque part, caché dans un garde-robe là-bas. Fait que j'ai grandi avec tout ça. La littérature, pour moi, c'est une démonstration de choses, c'est des sujets sur lesquels j'ai envie de parler. Puis le passé, pour moi, ben, c'est ça sur quoi je suis appuyé depuis que je suis petit. Tu sais, c'est ma vie, c'est ma famille, c'est qui je suis. Tu sais. Quand on écrit un roman, j'ai l'impression qu'on devient très familier avec les personnages qui sont dans le roman. Toi,
que le personnage soit ton aïeul, un membre de ta famille, est-ce que tu as eu l'impression de la connaître encore plus à cause du processus d'avoir écrit une fiction ou peut-être des parties réelles? Le premier roman où j'ai parlé de gens de ma famille, c'est Atouk. Où là, c'est vraiment un roman sur l'identité autochtone. Mon interprétation de ce que c'est être un Innu aujourd'hui. Et dans ça, il y avait ma grand-mère, dont une bonne partie de sa vie qu'on ne connaît pas, dont son vrai nom. On la connaît sous le nom de Jeannette, mais c'était quoi son nom dans le territoire? On ne l'a jamais su. Et donc, j'ai écrit sur ça. Ensuite, mon second roman, ça a été... j'avais écrit d'autres romans avant qui ne parlaient pas des questions autochtones. Ça a été Le vent parle encore sur les pensionnats. Ça, c'est écrit à partir du récit des cousines de ma mère, qui m'ont raconté leur expérience. Puis moi, j'ai raconté comment c'est arrivé à partir d'eux autres. Puis j'avais des témoignages de gens. Puis après, quand j'ai voulu écrire sur la sédentarisation, je me souviens qu'une amie m'avait dit « Tu pourrais raconter l'histoire de ta grand-mère. » Mais moi, comment je dirais... moi, ma vie est inintéressante, d'un point de vue littéraire. Ma famille, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas la prétention de penser qu'on vaut des livres. Tu sais, je veux dire... c'est vraiment, à un moment donné, en discutant avec un ami, Perrine Leblanc, qui est une écrivaine, tu sais, qui a préparé un livre sur l'Irlande, puis en revenant, j'étais dans l'auto, je me dis, oui, je pourrais peut-être, dans le fond, à travers l'histoire, pas utiliser, parce que c'est pas ça que je veux faire, mais qu'en racontant l'histoire des Siméons, ils ont vécu ce que les autres Inuits ont vécu, donc, et ce que les autres nations ont vécu, donc la petite histoire raconte la grande. Mm-hmm. Alors, c'est jamais, j'ai le goût d'écrire sur un personnage de ma famille. Je te dis ça, puis en même temps, le roman que je suis en train d'écrire, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est les deux visages du racisme au Québec. C'est-à-dire, il y a le racisme des gens qui ont vécu en communauté, qui ont été envoyés au pensionnat, qui ont été dépossédés. C'est l'histoire qu'on connaît. Puis il y a le racisme que les gens qui ont grandi à l'extérieur des communautés connaissent aussi. Tu sais, ça, c'est ma mère, c'est moi. C'est de se faire traiter de sauvage. Ma mère, mes tantes sont traumatisées par ça. Chaque fois que j'écrivais sur le sujet, ma mère, qui malheureusement est partie, mais elle me disait toujours, je n'aime pas ça que tu écrives là-dessus parce que ça me fait mal. Fait que, tu sais, ça, c'est le racisme dont on ne parle pas. Fait que je vais écrire un roman à partir de deux personnages, deux cousines. Une qui a grandi en territoire, Jeannette, de qui j'étais très près, dont je parle dans tout. Puis qui a connu ça, elle, tu sais, la vie, elle est née en territoire, s'est retrouvée au pensionnat, etc. Elle a connu la consommation, l'alcool, son garçon qui s'est suicidé, comme beaucoup de jeunes hommes Inuits. Puis après ça, la rédemption, puis qui est devenu un modèle dans la communauté. Puis ma mère, elle, qui a vécu les années en ville, puis mais qu'elle a été traitée de toutes sortes d'affaires, puis qui ont vécu comme seule famille autochtone des Indiens, des Sauvages à Alma, alors que tout ce qui était valorisé, c'était moderne. Fait que ça va être à travers, donc, l'histoire de deux personnages, les deux faces de la médaille. Tu sais, le racisme du Québec à l'endroit des Premières Nations, qui est encore très présent, on va se le dire, même si ça s'améliore. Mais tu vois, encore, ça ne part pas des personnages, ça part de la volonté de parler de quelque chose. Si c'est des gens qui sont proches de moi, ça va être bonus. S'il n'y a personne près de moi qui est capable de l'illustrer, ça va être comme dans Québec, par exemple. C'est pas ça. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer autant le roman. Ouais. Mais c'est sûr que quand tu parles de personnages de ta famille, tu te sens proche d'eux autres quand tu écris. Tu as l'impression que tu leur parles. T'sais, ma mère, ma grand-mère, je leur parle tous les jours. Moi. Puis ils me répondent. Mais, fait que, tu sais, il y a cette proximité-là. Mais pour moi, ce qui compte malgré tout, c'est pas tant ce que moi je ressens, ce que je veux, ce que j'ai le goût de faire, c'est qu'est-ce que je suis capable d'écrire. C'est la seule affaire qui compte. Le reste, ça n'a pas d'importance, en réalité. Tout ce qui compte, c'est le livre, le roman, puis comment ça va toucher les gens et si ça a réussi à les amener à voir les choses autrement. Le reste, c'est juste de l'orgueil, puis il n'y a pas de place pour ça, je trouve. Jocelyn, j'aimerais te poser une question un peu dans la même veine. J'espère que tu es prêt, là. Sur comment le côté personnel, le côté personnel, puis comment on peut toucher les gens, mais comment ces deux côtés-là, tu deals avec, là? C'est une bonne question.
Parce que d'où je viens, quand je travaillais, je racontais des histoires de pirates puis de Monsieur Patate. Fait que quand j'ai écrit Mon oncle Jules, c'était tout nouveau pour moi d'entrer dans une histoire qui touchait aussi à mon histoire familiale, mais qui me questionnait, moi, comme être humain. C'est-à-dire que... Et dans le fond, j'essaie de... C'est drôle parce que tu sais pas que tu vas toucher les gens. C'est impossible d'écrire de quoi, puis tu dis « Ah, ça va marcher ». C'est impossible. Tu écris avec tes tripes. Tu écris avec tes questions. Tu écris avec tes émotions. Puis après, les gens décident si ça les touche ou pas. Ben, ils décident pas, en fait, si ça les touche ou ça les touche pas. Et je crois avoir la chance, en tout cas dans ce livre-là, puis dans ce que je fais, parce que je le vois sur scène aussi quand je travaille dans mes spectacles, d'avoir cette capacité de dire les mots en parlant de moi ou de l'expérience personnelle pour toucher les gens. Fait que oui, c'est pensé, c'est-à-dire, à un moment donné, je parle des traces qu'on laisse, ou je parle de mon imposture, ou je parle de trucs comme ça, mais je sais qu'en disant ça, puis j'ai parlé d'imposture à des jeunes immigrants dans des classes à Montréal. Puis il y a des jeunes qui viennent me voir après, qui ont ce sentiment parce qu'ils sont nés ici de parents, mettons, qui viennent d'ailleurs, puis je suis quoi? Moi, si je m'en vais dans mon pays d'origine, je suis pas comme eux autres, puis quand je suis ici, je suis pas québécois, je suis quoi? Et donc, ils ont ce sentiment d'imposture. Fait que, dans le fond, quand tu nommes quelque chose puis que tu le fais avec sincérité, il y a des gens qui se retrouvent là-dedans. Fait que ça, j'ai commencé à le faire, puis je prends un plaisir à faire ça parce que je me dis, OK, quand je me pose une question, j'essaie d'être le plus honnête possible quand je me la pose, puis je la verbalise avec mes émotions. On peut être d'accord ou pas d'accord. Tu sais, je parle d'histoire, puis des fois, je m'emballe, ou je dis à un moment donné, dans mon dernier livre, qu'on parle des 42 personnes qui ont fondé Montréal, mais on parle pas des 60 000 qui vivaient autour. Puis c'est ma colère qui parle, c'est mon indignation par rapport à l'histoire, comment elle a été enseignée, puis à cette mémoire de mes ancêtres qui se sont pas rendus jusqu'à nous, parce qu'il y en a qui ont pas pris la peine de l'écrire dans un livre, ce qui fait que des personnes comme André, Louis-Carl, moi, je suis moins là-dedans, mais je m'efforce d'un autre côté, on essaye de recoller des bouts de puzzle qui ont été dispersés à tout vent. Mais pourquoi tu sens la culpabilité si tu n'es pas responsable de ça? Tu donnes l'exemple des nouveaux arrivants, qui pour moi est un mauvais exemple parce que c'est pas du tout la même chose. Les gens qui sont venus de l'extérieur... Non, je parle de ceux qui sont nés ici. Oui, non, mais c'est ça, mais ceux qui sont nés ici sont nés ici. Tu sais, ils sont le résultat du choix de leurs parents. Quand on est Première Nation, c'est le contraire, c'est le Québec qui t'a enlevé ça. C'est pas toi qui est parti. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est, je le comprends tout à fait, mais c'est que l'âme humaine, que tu sois ici ou ailleurs, l'expérience humaine est pas différente ailleurs. Il y a des gens qui ont été expatriés partout. Je vois des gens qui viennent me voir du Maroc puis qui sont venus aussi d'une communauté autochtone, qui ont été repoussés. Fait que tu parles de l'expérience humaine. Je parle des Autochtones, bien sûr. Je comprends très bien ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience humaine fait en sorte que ton livre, tu veux pas que ce soit juste les Québécois qui le livrent. En tout cas, moi, dans mon cas, j'aime ça quand il y a d'autres personnes qui viennent me voir pour m'en parler, parce que c'est là que tu dis que tu touches un grand nombre. Tes questions soulèvent des questions qui sont locales, mais les questions locales ont des portées aussi, je dirais, peut-être internationales, ou en tout cas qui soulèvent. Quand on parle de génocide, par exemple, puis qu'on voit des génocides se passer ailleurs, nous, en tant qu'Autochtones, on le sent peut-être un peu dans notre corps, ou beaucoup dans notre corps, puis on voit ce qui se passe ailleurs, donc on a cette expérience humaine. C'est un peu ça que j'essaie de nommer. Peut-être que je n'étais pas clair, mais oui, c'est ça. Je dirais, fait que je sais plus... Mais c'est vrai ce que tu disais au Maroc. Les Berbères au Maroc, les Kabyles en Égypte, c'est un peuple autochtone qui vivait là. Ils ne sont pas des Arabes. Ils ne parlent pas arabe. Ils ne sont pas de culture arabe. Et c'est le premier peuple de ces pays-là d'Afrique du Nord. Les Arabes sont arrivés d'Arabie, ont conquis les pays, ont imposé la religion et tout ça. Et moi, je parle avec des Marocains ou des Tunisiens ou des choses, ils ont une histoire qui, sur beaucoup d'aspects, ressemble à la nôtre. Mais c'est ça, en fait. Tu sais, mais juste ça, pour te dire que quand je me rapproche de moi, puis que je parle de moi dans mon œuvre, c'est des questions à moi. Après, je décide pas si les gens, ça les touche ou pas. Puis si ça les touche, très heureux, parce que tu veux pas que ce que tu écris, puis que tu le fais publiquement. Si j'écris pour moi, c'est une chose, mais si j'écris pour les autres, pour que les autres lisent,
c'est un peu l'intention derrière, c'est que les gens ressentent l'expérience humaine en arrière. Puis ça revient à ce que Michel disait tantôt, quand tu parles du passé, tu parles du présent. C'est pourquoi on raconte des histoires qui remontent à la nuit des temps, c'est parce que ça nous parle aujourd'hui. C'est pas parce que tu essaies de ramener des vieilles affaires, c'est que ce que tu parles, c'est que ça parle de l'expérience humaine. Fait que tu les ramènes pour en parler. C'est à ça que ça sert l'histoire à quelque part. Je m'intéresse à ta posture aussi sur jocelynsioui.ca. On décrit Mon oncle Jules comme le récit d'un gars qui essaie de comprendre comment s'écrit ou ne s'écrit pas l'histoire, qui le plonge parfois au fond de l'histoire qui n'a jamais été enseignée, parfois même au fond de lui-même. Un gars qui raconte tout ça presque toujours avec un sourire en coin. On comprend peut-être ce que dénote le sourire en coin lorsqu'il est question d'une histoire jamais enseignée. On parlait de colère puis peut-être d'ironie, mais est-ce que le narrateur garde le même sourire en coin quand il doit plonger au fond de lui-même? Je pense que je vous demande quelle place faites-vous à l'humour, par exemple, dans votre démarche? Quelle posture vous adoptez? Bien, quelle place lisez mon livre, vous allez le savoir. Quelle place en prend dans mon dernier livre? Vous allez, non, mais la réponse est dans la réponse. Non, mais l'humour, c'est super important pour moi. J'ai écrit beaucoup dans mon passé, ça passait beaucoup par la comédie. Puis passer par la comédie, c'est... Le rire, c'est quelque chose d'hyper rassembleur. Et donc, quand tu fais rire, les gens, encore une fois, je reviens à l'expérience humaine, puis après ça, quand tu tombes dans quelque chose un peu plus profond, te faire rire la personne, tu t'es peut-être un petit peu rapproché d'elle. Fait que quand tu parles de quelque chose un peu plus profond, c'est un petit peu plus ton ami. Fait qu'il y a quelque chose dans cette relation-là que j'aime beaucoup, puis je me prends pas au sérieux, dans le sens que Oetic, dans mon livre, c'est mon alter ego. J'ai les pieds croches, j'ai un équilibre douteux. Puis je me suis dit, je suis capable de l'imaginer parce que moi, je me suis fait dire, toi, t'es le seul one date à pas être capable de marcher dans le bois. Je me suis fait dire ça par un ami. Je suis parti à rire parce que je m'en fâche tout le temps. Je la vois pas, la racine ou la feuille qui est à terre. Parce que ça peut être une fourmi. Fait que tout ça, bien sûr, ça m'aide à écrire puis à avoir un regard sur moi-même. Puis des fois, même me dire, hey, je me suis trompé. Je peux-tu réparer cette erreur-là puis rire de moi un peu parce que ça fait partie aussi de ça. C'est-à-dire, je suis pas un historien puis quand je raconte l'histoire, je le fais comme quelqu'un qui s'intéresse un peu trop proche. Puis à un moment donné, il y a un gars comme Louis Carle qui débarque puis qui me dit, Jocelyn, où c'est que tu as pris ça, toi, que Wetzik, ça veut dire frétillant et agile. Fait que là, tu nommes tous ceux qui ont dit ça pour te rendre compte que ça veut pas dire ça pantoute. Fait que faut que tu la répares, ton erreur. Fait que faut que tu te regardes avec un peu d'humour, puis tu fais, bon, OK, je me suis trompé, mais voilà un levier intéressant pour créer. Puis c'est comme ça, je prends les choses. Puis je dis tout le temps, comme au éthique, j'ai tombé souvent dans la vie, fait que tomber, c'est un peu des fois humiliant, mais c'est pas parce que tu es tombé que tu peux pas te relever, que tu te relèves, tu ris de ta chute, puis des fois, tu ris de ta chute 2 ans plus tard, mais tu ris de ta chute pareil. André, j'aimerais un peu revirer la question du début, c'est-à-dire une fois que tu as réinvesti tes racines, comment ça change concrètement ta manière d'écrire? Est-ce que ça le fait? Est-ce que tu as l'impression que ta manière d'écrire, de créer, est différente depuis que tu es plus... je ne veux pas trop généraliser, mais... J'ai fait une reconnexion, au fond, avec la communauté. C'est ça. C'est la profondeur. Ça donne une profondeur, puis une assise. Moi, j'aime beaucoup l'image de l'iceberg, où ce qu'on voit, où, même dans les contes, la mythologie, par exemple, il y a la grande histoire qu'on raconte. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Mais ce qui sous-tend la pointe de l'iceberg, parce que les mythes, c'est du sérieux, et c'est du très, très ancien. C'est de l'humanité profonde, là. S'il y a tout ça qui sous-tend, il y a des raisons pour ça. Puis souvent, même inconsciente, en fait. C'est l'inconscient, là. Ça fait qu'à force de côtoyer, justement, des gens comme Lou Carle, comme Auchin, Théa Rioulin, toutes des personnes qui sont intéressées à différents aspects de la culture, parce que la culture, c'est vaste aussi. Puis je dis souvent aux gens qui me voient comme, un peu comme tu disais, ça prend beaucoup d'humilité. Quand les gens, ils pensent que moi, je détiens toute l'information, je dis, un instant, c'est premièrement, toi, tu commences à apprendre ou à réapprendre. Tu vas savoir, tu vas bien te rendre compte. Premièrement, je redirige les gens vers d'autres personnes. Puis j'ai dit, c'est à plusieurs qu'on tient la culture. Ça
plusieurs, ça s'appelle des porteurs. Bien, il n'y a pas un porteur ou une porteuse, il y en a vraiment plusieurs. Et justement, c'est ce qui fait la richesse de toutes les cultures. Il y a des porteurs de toutes sortes, dans toutes sortes de domaines. Là on parle de la littérature. Louis-Carl et moi, ça nous touche plus particulièrement. Isabelle Picard, il y en a plusieurs. À Wendake, Jean Sioui, bien entendu. Mais donc, si une personne s'en va au pays de l'Ouest, tu passes de l'autre côté, the other side of the blue, comme disent les Mohawks, quand tu meurs, ben la culture est intacte. Puis aussi, te veiller. Moi, c'est dans mes textes, l'idée de veilleuse, c'est très, très, très important. J'ai cette responsabilité-là. J'ai pas d'enfants, mais je suis la mère de tous les enfants à Wendake. Puis au-delà, je transmets, tu dis à l'autre aussi qu'est-ce que tu vois en lui ou en elle. C'était ça que les femmes faisaient anciennement. Puis et les hommes, probablement, mais c'était beaucoup le rôle des femmes. Ça fait que, comme ça, ben tout ça, ça vit. Puis moi, ben cette profondeur-là, pour répondre à ta question, maintenant que j'y ai touché, ben là, moi, je suis une assoiffée finie. Tu sais, je veux dire, je vais m'éteindre avec la soif encore. Tu sais, ça s'éteint pas, ça. Là. Il y a toujours quelque chose qui t'amène. C'est vaste. Ça nous tient en vie. Tu sais, lever le chant, pour moi, c'est lever cette envie-là. C'est lever l'envie d'en savoir davantage, c'est d'aiguiser la curiosité, c'est jamais fini. Puis comme tu dis, Jocelyn, tu sais, tout est jamais parfait, mais il faut être indulgent avec soi-même. On chemine, faire confiance aux autres, faire de la place aux autres aussi. Puis chemin faisant, ben moi, avec cette profondeur-là, bien sûr que ça change mes textes, mon écriture. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de voix possibles. T'sais, sur un sujet donné, c'est pas linéaire, ça devient circulaire. Ça devient en densité aussi, cette espèce de couche, l'inconscient puis le conscient, là, puis de ce que j'en comprends. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me rend... Tu sais, plus qu'on connaît l'histoire, tu es curieux d'histoire aussi, toi aussi, Michel, vraiment, je suis bien entourée, on est des curieux finis. Tu sais, on va fouiller, faut avoir cet amour-là, puis à partir de ça, ben voilà, tu sais, le champ est levé. Puis là, ben, avec ce champ-là, qu'est-ce qu'on en fait, tu sais? Ben là, on sème des petites graines, tu sais, autour de nous. Puis moi, ben ça fait que quand je vois ou je sens des choses il y a quelque chose en dedans de moi, il y a d'autres choses qui peuvent se lever, pas juste les chants. Il y a des fois, c'est la colère qui se lève, puis c'est l'indignation, puis c'est j'en ai assez, là, l'écœurement, j'ose le dire. Et là, ça donne des textes militants. Et des textes militants qui s'appuient sur plus de connaissances que j'avais avant. Pour ma dernière question, parce qu'on me dit qu'il ne reste déjà que 5 minutes, est-ce qu'un retour par la plume, mettons, quand on décide qu'on va écrire une œuvre, un roman, peu importe, qui s'intéresse à notre communauté, à nos racines, à partir de ce moment-là, est-ce que cela suppose une forme de responsabilité envers les siens? Et écrire à partir de ces racines, est-ce une manière de les préserver ou de les réinventer d'une certaine manière? C'est une grosse question, là. C'est l'heure de s'indigner. Mais en fait, quand tu ramènes, par exemple, l'histoire de Vent, si tu la racontes, moi, ma façon, c'est de la réinventer d'une certaine façon, pas réinventer, mais réactualiser. C'est comme ça que je le vois. Si tu t'en parles, c'est comme on revient à cette idée que si tu parles d'hier, tu parles d'aujourd'hui, donc tu la réactualises, parce que bien sûr que tu as ton regard de maintenant, parce que tu n'étais pas là il y a 400 ans. Mais il y a quelque chose en dedans nous qui est fort. Je parle encore de l'expérience humaine. Il y a quelque chose qui est probablement qui était très, très fort il y a 400 ans puis qui est encore très fort aujourd'hui. Fait que quand tu le réactualises en racontant un mythe, en racontant une légende, en inventant une histoire ou en t'inspirant de l'actualité, tu réactualises, donc tu le ramènes devant parce que ça nous parle maintenant. As-tu l'impression de participer à quelque chose en faisant ça, en faisant cette réactualisation-là? Je pense qu'en ce moment, on fait partie d'un grand mouvement de comment je dirais ça, de mémoire,
un grand mouvement, le mot m'échappe, mais de ramener, de saluer la mémoire de nos ancêtres, de cette histoire, de tout ce que nous sommes, malgré chacun de nos différences. Fait que oui, je fais partie de ces éléments-là, parce que c'est venu me chercher pour les raisons que j'ai expliquées au début. Puis je continue dans cette voie-là, parce que je sens que c'est la chose que je dois se faire maintenant. Quand je vais sentir que je suis plus pertinent, ou en tout cas, je ne sais pas si je le sens encore, mais en tout cas, quand je vais sentir que je suis plus pertinent, je vais faire d'autres choses. C'est parce que c'est ça. Sinon, ça tourne en rond. C'est pas intéressant pour moi. Okay. Comment concilier la liberté de l'artiste et la fidélité à une mémoire collective? Avez-vous eu des moments comme ça un peu un challenge là, en écrivant, tu sais? Mais moi, c'est presque du quotidien. Là. Pour moi, cette question-là, c'est très pertinent. Ça prend des porteurs. Avant, on disait gardienne, hein, gardien. Puis là, aujourd'hui, on dit plus porteur, porteuse. Ça prend des porteurs et des porteuses pour un peu garder le cap, garder la direction, garder le monde ancien, d'une certaine manière. On parle des aînés, par exemple, okay, qui ont des connaissances que souvent, ils sont plus transmises. Puis, et ça prend la jeunesse, ça prend vraiment les deux. Puis les enfants, à quel point les enfants étaient importants dans nos sociétés. Ils étaient des êtres à part entière qu'on voulait pas changer, qu'on cherchait pas à changer, même pas à corriger à la limite. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a un devoir de repérage. Puis pour eux, quand on les voit hier, le spectacle, c'est un bon exemple. Il y avait de la jeunesse. Puis des fois, ils me consultent puis ils me disent, bon là, André, il n'y a pas juste moi là, qui consulte, il consulte d'autres. Mais, j'ai écrit un chant, qu'est-ce que tu en penses? J'utilise une formule qu'on dit dans la maison longue. Est-ce que je devrais? Ça, c'était Sandrine, par exemple. Puis moi, je lui ai donné mon point de vue. Mais le rapport que j'ai avec la jeunesse, c'est celui-ci. Ce qui est le plus important à préserver pour moi, c'est le lien de confiance. Le lien de confiance, c'est le lien essentiel à toute l'humanité, là, le lien de confiance. À partir du moment où c'est brisé, il n'y a plus grand-chose de possible, mais quand c'est là, puis on le tient. Fait que moi, je suis responsable de ce lien-là. Donc, je peux me dire, parce qu'elle a confiance en moi, j'ai confiance en elle, c'est un terrain de confiance. Et quand je me suis exprimée sur moi, je ne ferais pas ça. Ou si tu veux utiliser ça, je le ferai avec une telle musique qui permet l'introspection. Pas sur un chant pop. Je lui ai dit. Mais après que je lui ai dit, elle est complètement libre de faire ce qu'elle veut. Et ça va être encore quelqu'un que je vais aimer. Maintenant, si on fait n'importe quoi à répétition, là, c'est peut-être que je vais m'éloigner, ou que je ne conseillerais plus. Je vais dire, tu as ton chemin. Mais pour moi, les deux sont importants. Il y a un dialogue important. Moi, en fait, je pense qu'on a une responsabilité. C'est-à-dire qui vient du privilège qu'on a, que pendant très longtemps, les membres des Premières Nations n'ont pas eu la voix, n'ont pas eu l'occasion de parler, n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Il n'y avait personne pour les écouter. Et nos histoires n'intéressaient personne. Même que nos histoires ont été oblitérées par la grande histoire. Nous, on arrive à un moment donné où on a la possibilité de le faire, puis de parler. Donc, on a une responsabilité sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, puis ce qu'on raconte. Moi, je sens ça quand j'écris, en tout cas. En toute modestie, hein, je trouve que la cause est plus importante que moi. J'écris des romans. Alors, tout ce que je dis n'est pas vrai. Et tout est vraisemblable. OK? C'est ça ma responsabilité. Ce que je fais dire aux personnages, des fois, c'est complètement fictif, des fois, c'est vrai. Mais il faut que ce que les gens disent, les gens auraient pu le dire dans la situation où on se retrouve dans le roman. Parce que c'est une représentation de comment les gens étaient, de comment les gens vivaient, puis de comment les choses se sont passées qui nous permettent de comprendre aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un militant, par exemple. J'admire ceux qui le sont, etc. Un, c'est pas dans ma nature. Deux, 40 ans de journalisme, ça laisse des traces là-dedans. Puis trois, je suis tellement tanné des chialus. Le Québec n'a pas besoin d'un chialu de plus. Je me dis ça tout le temps. Je parle pas de toi, je parle de moi. Je veux dire.
Quand la presse m'avait approché pour faire une chronique, je pensais qu'il voulait quelque chose des chroniques d'humeur. Je m'apprêtais à dire non, il dit c'est pas la section des arts. Ah, ça me tente. Tu comprends? C'est correct. Et donc, puis le fait que je suis pas un militant, c'est que moi, j'ai choisi, c'est un choix que j'ai fait, là. Puis c'est le mien, je l'assume. Puis il n'est pas mieux, pas pire qu'un autre. J'ai choisi de faire confiance aux non-autochtones. Les Autochtones, j'ai choisi de leur raconter des histoires qui parlent d'eux autres souvent. Puis ça, c'est parce que je pense qu'on a raison d'être fiers de nos histoires. Tu en as un bon exemple avec ton roman. Puis les non-autochtones, je pense qu'ils sont juste victimes de l'ignorance collective qu'on a eue ou on n'a jamais raconté. Moi, je ne peux pas compter le nombre de fois, et ça arrive encore tout le temps, où des gens viennent me voir puis me disent « Michel, j'ai lu ton livre, un ou l'autre. Je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai honte, qu'est-ce que je peux faire? » Ça, j'ai entendu ça, où on m'a envoyé des milliers de messages comme ça. Et moi, je réponds toujours la même chose. Merci de me lire, surtout si vous avez acheté le livre. C'est une blague, je ne dis pas ça. Je dis pas ça. Mais par contre, je dis... vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez rien fait. Tu sais? C'est pour ça que je te dis toi-même, dans le fond, tu n'auras pas de sentir cette culpabilité-là parce que c'est un trauma de ta situation qu'on te fait que tu Je Je dois veux juste vous répondre. arrêter, messieurs, parce qu'il ne reste plus de temps. Oui, mais je veux juste répondre. Mais Juste vas-y, répondre parce qu'en fait, tu as raison, puis c'est l'affaire que je dis toujours. Je dis, on n'a pas à se sentir coupable, mais en ce moment, avec ce qui s'est passé, tout ça, il y a quand même cette volonté commune d'essayer de réparer ce qui a été brisé. Fait que c'est plus dans ce sens-là que je fais les choses. C'est pas, je me sens pas coupable. Je peux me sentir imposteur des fois, mais pas coupable. Mais je pense que j'en parle aux gens pour qu'on prenne conscience collectivement de quelque chose. Puis qu'ensemble, tu sais, quand ils achètent ton livre, c'est parce que ça les intéresse, puis ça leur fait réparer quelque chose peut-être collectivement. Mais je pense que les Québécois, c'est un des peuples les plus ouverts sur la planète et que cette réconciliation-là passe par les liens qu'il y a entre des citoyens. Et moi, j'ai foi en l'avenir sur ces questions-là. J'ai pas beaucoup de confiance dans les politiques, parce que là, ça bouge pas, mais j'ai beaucoup confiance dans les Québécois. Là, on rentre dans un sujet intéressant. Là. Je pense que si on n'arrête pas là, on va jamais arrêter. Mais les auteurs sont attendus à l'espace Salon des Jardins au Morin Center, de l'autre côté de la rue, pour des séances de dédicaces. Fait que si vous les suivez, je pense que vous allez pouvoir entendre les bribes de la suite de la conversation. Puis, c'est ça. Donc, on invite le public à aller les attendre là-bas pour discuter avec eux et faire dédicacer leurs ouvrages. On remercie les auteurs. Merci à toi. Ciao.